dame ça que nous avons regardé là, les Joanne Liu, c'est un diplômé de McGill University à Montréal, les diplômés en pédiatrie, les milité en pile dans sein de Médecins sans frontières. Eh bien, mademoiselle manqué tourner un zoo poisson qui coquait dans gorge Barack Obama. Mademoiselle manqué mettre Barack Obama dans les petits souliers et même menacé réélection de Barack Obama. Eh bien, pour qui ça, c'est parce que mademoiselle, pendant que elle était responsable de l'hôpital dans la zone de Kunduz en Afghanistan, que n'a regardé là, n'a regardé coordonnées géographiques, eh bien, les Américains, ils étaient attaqués, ils étaient bombardés l'hôpital ça l'hôpital de Médecins sans frontières qui était opéré vraiment des personnes de blessés de guerre. Donc nous connaissons en temps de guerre normalement l'hôpital est supposé épargner. Et bien ça pas de fait sous la présidence de Barack Obama le 3 octobre 2015 les États-Unis ont frappé Trauma Center de Kunduz là que Médecins sans frontières a opéré, ils ont tué presque 42 médecins et puis une trentaine de blessés. On a regardé zones de frappe là, des coordonnées officielles de frappe. Eh bien, mademoiselle lui-même, elle était montée au créneau, madame Joanne Liu, elle était une responsable. Eh bien, elle était dit que carrément, c'est un acte délibéré de crime de guerre. Eh bien, donc on est bagay ça aussi des gros paroles que vous voyez et c'est à l'encontre de président des États-Unis, hein, s'il vous plaît, parce que c'est lui-même qui commandant en chef de l'armée et c'est sous lui et c'est sous administration là que boud ça, que gaffe ça fait, même si mademoiselle d'une façon voilée, il toujours dit que c'est pas en question de gaffe. Eh bien, mademoiselle t'es presque recevoir des menaces même ou des pressions ou capable de dire parce que avant que mademoiselle baille en conférence de presse eh bien la Maison Blanche t'est essayé contacter mademoiselle pour essayer connaître qui ça mademoiselle t'a pour dire dans conférence de presse là concernant cause de bombardement ça on sorte de témoignage que mademoiselle t'a pas bail sur ça donc sur des informations qu'elle t'a recueillies sur place et des témoignages qu'elle t'a recueillis sur place et bien la Maison Blanche t'a essayé relais mademoiselle la veille mademoiselle t'a refusé prend appel là s'il vous plaît imaginez ça mademoiselle qui travaille tout dans cause de choléra en Haïti que n'a regardé là mademoiselle travaille en pile fois en pile côté en Afghanistan en Haïti en Afrique pour causer de Ebola et bien mademoiselle t'a refusé carrément parler à Barack Obama avant conférence de presse. Imaginez qui caractère que mademoiselle gagne pour te dire non, il pas parler avec premier président noir là, l'homme le plus puissant au monde, le prix Nobel de la paix Barack Obama. Il était décidé dernier appel là, il pas en fait pour te capable gain les idées claires pour le débat conférence de presse là sans partisanerie sans parti pris et bien c'est après conférence de presse là que mademoiselle t'est parlé avec Barack Obama donc mademoiselle a expliqué toute cause ça toute pression que il était gain sous dol bien sûr la veille de conférence ça et puis qui ça t'est passé tout pendant appel ça que il était gagné avec le prix Nobel de la paix et l'homme le plus puissant au monde, Barack Obama. N'attendez interview ça ensemble. Kunduz, c'est un événement tragique, c'est un événement pour vous aussi traumatique, j'en suis convaincu, parce que vous êtes à la manœuvre, c'est vous qui dirigez Médecins sans frontières, c'est un de vos hôpitaux qui est bombardé. Il y a des morts chez vous, chez les soignants, il y a des morts chez les patients. Est-ce qu'il y a un avant et un après pour vous? Comme une espèce de cicatrice qui peut pas cautériser parfaitement? Ben, c'est sûr que ça demeure une journée noire. Puis c'est dans la vie d'humain, on a tous des moments où on se rappelle exactement ce qu'on faisait quand ça s'est passé. T'sais, mes parents, c'est quand JF Kennedy s'est fait tuer. Puis une autre génération, ça va être le 11 septembre. Puis, ben moi, il y a Kunduz en plus, c'est sûr. Le bombardement le 3 octobre 2015. Parce que je crois que il y a le droit international humanitaire qui dit ben la guerre s'arrête aux portes d'un hôpital.
C'est un hôpital qui, les gens savaient où est-ce qu'elle était, il y avait les coordonnées GPS et on était bombardés. Et là, c'est pas juste une frappe, c'est 5 frappes précises sur le building principal, où on avait les soins intensifs, on avait les 3 salles d'opération et l'urgence. Donc, ça, c'est sûr que on s'en rappelle. Et puis, moi, c'est parce que j'y étais passé aussi avant. Et j'avais travaillé un peu là-bas parce que j'avais resté pris à cause qu'il y avait une avalanche. Fait que je me suis dit, bon, tant qu'à être là, puis être pris pendant 2 semaines, je vais Me rendre utile. me rendre utile. Donc, j'ai été médecin. Donc, je connaissais le personnel. Je faisais la visite médicale avec eux tous les jours. Donc, aussi, ça prenait aussi une autre réalité, en tout cas, au niveau des émotions. Des gens que vous connaissiez, évidemment. Oui, c'est ça. Et puis c'est pour ça qu'il y a un avant et un après, parce que on disait toujours, ben non, on sait qu'il y a eu des accidents, mais là, vu que c'était précis 5 fois, on s'est dit quand même, c'est différent. Et c'est pour pas ça un accident, donc, pour vous? Ben, je veux dire, il y a des accidents précis qui arrivent, là, donc ça, on pourrait le qualifier comme ça. Mais vous me faites la réponse avec un petit sourire en coin. Et l'accident précis, dans ce cas-ci, il s'est produit 5 fois. Vous l'avez dit, il y a eu 5 épisodes de bombardement et ça s'est pas fait dans une fenêtre de 2 minutes. Ça s'est fait sur plus d'1 heure. Ouais. Donc, c'est comme si on s'était entêté dans l'erreur. Ouais, mais ça arrive des fois, ça arrive. Or, les Américains ont décidé de faire leur petit bout d'enquête et éventuellement de vous parler, de vous contacter. On écoute ce que ça dit. Barack Obama a présenté ses excuses à la présidente de Médecins sans frontières, la Québécoise Joanne Liu, pour le bombardement par erreur samedi d'un hôpital de l'organisation à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Le commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général John Campbell, avait admis la bourde hier. C'est le président qui vous appelle? Si, il m'a appelé quelques jours après. Vous le savez à l'avance que le président va vous appeler ou ce téléphone sonne et on dit c'est le président en ligne? Encore là, tout est chorégraphié. Donc, c'est pas Allô, Joanne, c'est Barack? Non. Donc, non, oui, on savait. On avait eu un appel nous disant que la Maison-Blanche voulait nous contacter. Mais à ce moment-là, nous, c'était la veille de notre conférence de presse. Parce que l'événement s'était passé le vendredi. Et on avait planifié une conférence de presse le mardi. On s'était dit, avec mon équipe, on prend pas d'appel avant la conférence de presse. On se laisse pas intimider. Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas pris l'appel. On a dit, oui, parce que quand ils ont appelé, ils ont dit, initialement, c'était l'ambassadrice aux Nations Unies, Samantha Power, qui voulait me parler. Puis on a dit, non, la présidente n'est pas disponible. Quelques heures après, on reçoit un appel. C'est la Maison-Blanche. Non, elle n'est pas disponible. Non, mais vous n'avez pas compris. C'est Barack Obama qui veut parler à Dr. Liu. Oui, on a très bien compris, mais elle n'est pas disponible. Donc voilà. Donc on a fait l'appel. Donc on a fait la conférence de presse le matin et l'après-midi, je parlais à Barack Obama. C'est tough, hein? Dire non quand le président appelle? Non, c'était pas tough. Ça, c'était pas la partie tough. Vraiment, c'était pas la partie tough. C'est de faire prendre l'appel, qui est quand même... c'est quand même, je veux dire, il faut réfléchir 2-3 minutes à qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. Oui, 2-3 minutes, certain. Mais je reviens, moi, à la jeune femme que j'ai citée tout à l'heure, qui, dans la cour d'école, s'est par moments fait malmener, a été intimidée et qui a gardé la tête haute. Est-ce que vous avez un souvenir d'elle quand vous dites à vos équipes « Non, on répond pas au président tant qu'on n'a pas fait notre conférence de presse ». Peut-être pas à ce moment-là, mais... On n'échappe pas à ce qu'on est, hein? Possiblement. Possiblement, mais vous êtes vraiment la reine de la réponse sibylline. Possiblement. Avez-vous une tête dure? Dr. Liu? Une tête dure? Qu'est-ce que diraient vos parents si on leur posait la question? Là, on a des onomatopées, un adverbe court, possiblement. Je sais pas, je leur ai jamais demandé, mais... Ils se sont jamais prononcés sur votre personnalité? Pas souvent, non. Pas souvent. Tu sais, c'était baisé, hein. Donc, c'était occupé. Donc, le problème qu'ils diraient que je suis focusée. Focusée. Et si on parlait avec vos équipes, ils diraient elle est aussi focusée, le Dr. Liu? Oui. Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité, le Dr. Joanne Liu,
pédiatre, urgentologue et ancienne présidente de Médecins sans frontières sur ici, Radio-Canada Première. Alors, je reviens aux 3 minutes que vous avez prises pour réfléchir à ce que vous alliez dire au président après la conférence de presse. Êtes-vous nerveuse? Ah oui, jusqu'à un certain point, je suis assez nerveuse, mais je me suis préparée, puis j'étais accompagnée. Je veux dire, comme lui aussi est accompagné. De toute façon, dans ces boulots-là, des boulots de leadership comme ça, il y a une chose qui change dans notre vie, c'est qu'on fait plus rien tout seul. On est toujours accompagné, on a toujours une garde rapprochée, on a toujours quelqu'un qui nous prépare des petits mémos. C'est comme ça que ça marche. J'ai l'intuition, puis on va revenir à ce qui s'est passé avec le président, parce qu'évidemment, ce que vous allez répondre ou ne pas répondre a de l'importance pour la suite des choses. Le choix des mots pèse. Mais je reviens à ce que vous dites au sujet des équipes autour de vous. Mon impression, c'est que Joanne Liu n'aime pas faire à sa tête, mais quand vous avez une idée, vous n'avez pas envie d'être trop filtré. Avez-vous eu l'impression, par moment, dans votre pratique sur la scène internationale, que vos effets étaient un peu amortis par l'entourage et que la nécessité peut-être de faire le consensus, des fois, nuisait à l'efficacité? Peut-être que je ne le formulerais pas comme ça. Je suis certain que c'est pas comme ça que vous le formuleriez, mais aidez-moi. Non, mais dans le sens que je crois que, de façon générale, c'est que quand même, quand on est dans des postes comme ça, on a, comme je disais, une garde rapprochée, on a des conseillers, et c'est avec eux qu'on bâtit le contenu des messages. Et c'est sûr que des fois, il y a des arbitrages à faire. Et c'est pas toujours... de façon générale, moi, je partais toujours sur ce que je disais, le minimum qu'il fallait qu'il soit là, pour lequel je me battais. Puis après ça, quand moi, votre essentiel était livré. Était livré, le reste, j'appelais ça de la garniture. Arrangez-vous avec la marge. Oui, c'est ça. Puis le reste, là, après ça, les gens... Parce que tout le monde... Je veux dire, quand j'ai fait le speech aux Nations Unies, il y a eu 40 versions. On a négocié chaque mot. Jusqu'à quelques minutes avant, on est encore en train de négocier. Mais est-ce que tu vas dire qu'il y a 4 pays, sur 5, des pays permanents au Conseil de sécurité font partie des coalitions qui bombardent des hôpitaux aujourd'hui? Je dis, oui. J'ai dit, si je dis pas ça, tu peux pas me faire enlever ça. J'ai dit, il n'y a pas de punch. On négocie jusqu'à la fin, ça. Mais vous avez obtenu votre essentiel et vous l'avez dit. Oui. Oui, dit-elle. Est-ce qu'on vous a pris de haut quand vous êtes arrivé à Genève pour prendre la direction de Médecins sans frontières? Dites-moi la vérité. Non, mais la fille de Charlesbourg qui a travaillé pour payer ses études au China Garden, le mandarinat international, quand il vous voit arriver. Alors, je comprends qu'aujourd'hui, il faut sauver les apparences, il faut faire très attention. Mais la condescendance, ça existe, non? Moi, j'étais pas connue du tout sur la scène internationale. Et puis, quand je suis arrivée dans différents meetings, des réunions internationales, ou quand je rencontrais des présidents ou des ministres, donc j'ai toujours, comme je disais, la garde rapprochée, mes conseillers. Puis, souvent, ils parlaient à mon conseiller, et puis il se marrait, mon conseiller, il dit, et puis, je vous présentais, Monsieur le Président, ma présidente internationale, Dr. Joanne Liu. Parce qu'il se tournait toujours vers mon conseiller. Pensant que c'était lui. C'était the big man. Oui, toujours. Mais il faut pas être susceptible. Vous l'êtes pas du tout? Pas vraiment. Selon mon chum, je suis pas vraiment. Susceptible? Susceptible. Mais après ce que vous avez traversé, ça serait quand même le bout de si vous étiez susceptible, hein? Alors, je reviens à notre ami Barack. Oui. Et je l'ai souligné tout à l'heure parce que je pense que c'est important. Ce qui va être dit ou pas dit compte dans ces circonstances-là. Vous devez mesurer ce que sera même votre réaction. C'est quoi le plan de match pour vous à ce moment-là? Parce que vous ne pouvez pas remercier le président de s'être excusé, d'une certaine façon. Exactement. Et ça faisait partie du deal. J'étais pas pour dire merci. J'étais pas pour remercier quelqu'un qui a tué 42 personnes. J'étais pour dire que j'entendais ces sympathies, que j'étais pour les partager avec mon équipe. Dans le sens de « I hear you, sir ». Oui. Et après ça, le message, c'était que moi, je lui ai dit
que c'était important de transformer une tragédie en quelque chose de positif. Et donc, je demandais au président, je voulais que les États-Unis publiquement soutiennent le droit international humanitaire et la protection des hôpitaux en zone de conflit, que ça demeure un endroit protégé. À ce jour, votre opinion personnelle, est-ce que vous avez le droit de la partager sur ce qui s'est passé? Un accident ou vous avez été ciblé? Honnêtement, moi, je pense que c'est un accident précis. Je suis pas assez intelligent. C'est quoi un accident précis? Mais tu sais, c'est comme quand on est à l'urgence, puis on fait un accident, puis on n'a pas donné la bonne dose, mais on n'a précisément pas donné la bonne dose. Ça arrive. Et dans ce cas-ci, ils n'ont carrément pas donné la bonne dose. Effectivement. Parce que vous avez dit, en quittant vos fonctions, on entre dans l'ère de l'humanitarisme sélectif. Quand ça fait l'affaire des forces en présence, on est toléré. Quand ça ne fait pas leur affaire, on est démonisé, intimidé ou amené en cours. Et quand ils décident que ça fait vraiment pas leur affaire, on nous attaque, on nous bombarde. C'est ça, une erreur... Comment vous l'avez qualifié, cette erreur? Une erreur précise. Précise. C'est ça, une erreur précise? Haïti Mix Creation. Mais ça, c'est pas... Non, c'est pas dans la même catégorie. Je crois que ce qui s'est passé, c'est quand même différent. Mais c'est vrai que quand on regarde le conflit, certains conflits au Moyen-Orient, ça fait quand même partie de la stratégie de guerre, de l'intimidation. De l'intimidation, de cibler des lieux civils comme les marchés, les écoles, les hôpitaux. Les quartiers généraux de l'ONU, dans certains cas aussi. Ouais. Pourquoi avez-vous toujours choisi, quand vous étiez fonctionnaire, hein, parce que c'est un peu ça le job de présidente de Médecins sans frontières, de retourner systématiquement sur le terrain pour entretenir votre pratique? C'était symbolique ou ça changeait quelque chose? Donc, je retournais sur le terrain. Souvent, de toute façon, c'était marginal que je faisais comme pratique, mais j'allais toujours faire la visite médicale, c'est vrai. Mais je allais sur le terrain parce que je me disais, la seule façon de comprendre vraiment ce qui se passe, c'est d'être avec les gens, puis de partager leur quotidien. C'était comme prendre le pouls d'une situation. Et pour moi, ça faisait une différence parce que c'était une fois que j'étais passée dans un endroit, tu sais, on a beau t'expliquer Cox's Bazar, Bangladesh, 1 million de Rohingyas, quand tu y vas, tu dis OK, ça ressemble à ça, ils vivent comme ça, les uns sur les autres, c'est ça la distribution de nourriture, c'est important. Ça nous permet de s'approprier une problématique, une situation, une tragédie à quelque part. Et après ça, je trouvais que souvent, mon plaidoyer, en tout cas, était beaucoup plus ancré, beaucoup plus vif et faisait un meilleur écho que si j'étais pas allée. Mais j'ai toujours été aussi une personne qui disait, je ne parlerai pas de choses que je ne connais pas. Et donc, c'est pour ça que je me permettais de faire des prises de parole musclées, parce que j'y étais allée. J'ai envie de vous arrêter là-dessus parce que vous me faites penser à quelque chose. Il y a une chose que vous ne connaîtrez jamais, et moi non plus d'ailleurs, c'est d'être condamné à ne pas pouvoir en partir de ces lieux de misère. Oui. Et la perspective du mur que ça représente pour les gens qui savent que... Parce que vous avez une idée meilleure que moi de ce qui se passe peut-être dans certaines de ces situations, mais vous avez toujours non pas eu le loisir, mais le privilège de rentrer chez vous. Absolument. C'est terrible quand il n'y a pas d'alternative. Et ça, j'imagine qu'on ne sait pas ce que c'est, que d'être en face de ce cul-de-sac. Non, en tout cas, on a une vague idée en voyant, mais c'est clair que non, on ne sait pas c'est quoi le ressenti profond d'être pris dans un centre de détention en Libye ou d'être pris à Moria après le feu qu'il vient d'avoir, puis être devant rien encore. Non, c'est clair. Désemparé. Ah, c'est vraiment... peut-être désemparé, mais je dirais c'est des situations de grand désespoir. Il n'y a pas de chance qu'on puisse comprendre ça avec notre tête, hein? C'est pas avec la tête qu'on saisit ce que c'est, que ce genre de souffrance. Peut-être un peu, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une partie d'émotion. Je crois que c'est important. Donc, c'est aussi des raisons pour j'y allais. Ça fait
c'était ça. C'était de partager. C'était de partager avec mes équipes. Je crois que moi, je me rappellerai toujours cette image-là, quand j'étais dans les centres d'Ebola, puis j'ai vu un enfant pleurer, puis qui saignait du nez, puis qui pleurait, puis il pleurait, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me refaire une autre épidémie de quelque chose où les enfants vont mourir tout seuls. Ça, c'était comme une espèce d'engagement que je m'étais fait avec moi-même, que ça, faut pas que ça se reproduise. C'est une des raisons que ça m'a donné comme la drive après ça de se dire, hey, il faut faire mieux la prochaine fois. Il faut absolument faire mieux. Et si j'ai entraîné en partie l'organisation pour être dans différents projets de mettre en commun pour, par exemple, la recherche et développement pour des vaccins. Vous avez parlé d'émotions. À titre personnel, ce qui arrive des fois que ça soit insupportable, la gestion de toutes ces émotions, ou, comme un médecin, un chirurgien, il doit se blinder avant de couper la chair, parce que s'il devient trop sensible, ben, il ne sera pas utile. Oui, je pense que de façon générale, on est formaté, puis on est... Mais pas on. Joanne Liu. Oui, mais on est formaté. L'organisation de formate, puis t'as des... Tu sais, sur place, maintenant, on a aussi du soutien de santé mentale, on a tout ça. Mais il y a des moments précis que des fois, ça arrive, tu te dis... Ça dépasse l'entendement. Donc... Qui on appelle dans son univers intime, dans ce temps-là, pour essayer de... Je sais pas comment dire ça, hein, se décharger, pour essayer d'avoir quelqu'un qui est capable de comprendre un peu ce qu'on vit, ou c'est impossible et indicible? C'est assez difficile. Moi, je me rappelle quand je suis rentrée de Libye, où il y avait des gens qui étaient en centre de détention, qui étaient tenus par les milices, où j'ai jamais vu une aussi cruelle incarnation de la cruauté humaine. Et puis de m'être dit, oh boy, ça c'est pas possible. Je me rappelle d'être rentrée dans ce centre-là, d'avoir vu des gens, il y avait des centaines de gens dans des cellules mal ventilées, qui en fait sont des espèces d'entrepôts. Cage à bestiaux. On entasse des gens. Et d'avoir vu tous ces gens-là entassés, puis quand je suis rentrée, puis là, les gens, ils savaient que j'étais à la présidente internationale, donc ils me montraient la plus belle, meilleure cellule, là, on s'entend. Et puis là, je vois tous ces yeux-là qui me regardent, avec les bras comme ça, puis qui me demandent de l'aide. Et ça m'a hantée. Et je me rappelle quand je suis rentrée, parce que j'étais rentrée de Libye, je suis rentrée en Suisse, à Genève, puis ça m'avait tellement bouleversée que j'avais appelé un ami, puis j'avais dit, il faut que je voie de la beauté. Et amène-moi à voir de la beauté. Et là, je me rappelle, c'était à la fin de l'été. Dans un week-end, j'avais fait comme les activités d'un été. J'étais allée à la montagne, j'étais allée voir une exposition d'art, j'étais allée voir Cécilia Bartoli chanter, j'étais allée voir des chiens le soir. J'avais tout fait. J'étais comme en espèce de boulimie. C'était la seule façon de combattre cette laideur humaine-là. Parce que je pouvais pas comprendre que l'homme pouvait faire ça à d'autres hommes. C'est pour ça que j'ai fait des prises de parole archi-musclées par rapport après ça. L'organisation a écrit une lettre ouverte à tous les gouvernements européens sur les migrants, puis la situation en Libye. Bref. Ouais, c'était un moment difficile. Vous arrivez à comprendre ce qui fait que il y en a qui sont dans le camp de la lumière et d'autres qui sont dans le camp de l'obscurité la plus totale, qui passe du côté sombre de la force, pour employer la métaphore Star Wars. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a déjà été un enfant, pardonnez ma question un peu cucul la praline, mais quelqu'un qui a été un enfant, qui a été fragile, arrive un jour à faire ça? Ouais. J'ai pas de réponse à ça. En partie, en tout cas, moi, je suis quand même une grande militante de dire qu'il faut pas déshumaniser avec des mots des gens. Y compris les bourreaux? Tout le monde. Mm-hmm. Et c'est une des raisons que j'étais très, très, très... en tout cas, ça m'énervait quand on parlait des migrants en Amérique centrale, puis on les appelait
les envahisseurs. C'est pas des envahisseurs, c'est des gens qui fuient des circonstances qui sont invivables, puis qui cherchent un futur. C'est tout. Et donc, quand on déshumanise des gens, après ça, on peut aussi les maltraiter. Vous avez, au terme de votre aventure avec Médecins sans frontières, été par moments critique du travail des grandes organisations humanitaires internationales, en particulier de ce qui a été fait en Haïti, mais ailleurs dans le monde. C'est pas un univers, donc, qui est au-dessus de tout soupçon que l'humanitaire. Non. Vous voulez que j'étaye? Non, pas du tout. Non, je crois que l'humain est humain, puis l'humain est humain aussi dans les organisations humanitaires. Donc, on a les travers de l'humain. Et c'est pour ça que, je veux dire, il faut... Ça doit être doublement décevant quand on voit le pire se manifester dans son équipe. Ah, c'est absolument terrible, mais... tu sais, au Québec, on dit où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, non? On le dit. Et vous avez vu ça. Oui. Êtes-vous aujourd'hui une femme transformée parce que vous avez vécu depuis, on pourrait dire 40 ans, mais depuis 10 ans, disons? En tout cas, je peux vous dire que la présidence internationale m'a changé. Je me rappelle que quand j'ai commencé la présidence, j'étais comme une espèce de prototype MSF, un peu arrogante, un peu trop sûre. Puis... vous aviez ça en vous? Ben, on est un petit peu comme sélectionné, on s'auto-sélectionne pour aller à MSF. J'étais ironique un peu, là. Ouais. Mais après ces 2 mandats-là, je crois que je suis devenue ce que j'aime bien dire pragmatique avec des principes. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau les principes, mais si ça t'empêche de traiter des patients, il faut peut-être que tu te questionnes sur tes principes. Votre pratique de médecin va changer? Sera changée parce que vous avez traversé? Ben, ma pratique de femme, d'humain, là, oui, c'est sûr, parce que pour moi, la présence, c'était une immense grande leçon d'humilité, où je me suis trompée, où j'ai pris des décisions difficiles qui étaient peut-être pas toujours les meilleures. Dans cette dynamique-là, ça m'a changé parce que je me suis rendu compte que c'est facile de critiquer, c'est facile de dire de faire son gérant d'estrade, mais quand tu as le pouvoir puis tu as en théorie la possibilité de changer les choses, tu te rends compte que tu changes modestement les choses. Oui. Et tu modestement. Tu transformes pas les choses. Cette leçon d'humilité, elle est difficile pour quelqu'un qui voulait être la meilleure dans tout. Non, moi je trouve que je pense que ça me bonifie au bout de la ligne. Non, je dis difficile pendant que vous avez encaissé la leçon d'humilité. Ah oui, ben ça, on se prend toutes des baffes, là. Tu sais, c'est comme si on était... Tu sais, je dis toujours, la présidence, c'était comme être lancé sur un ring de boxe avec pas de mouthpiece, pas de protection pour les dents. Tu sais, c'est un peu ça, là. Fait que vous avez un petit peu peut-être saigné au bord des lèvres. Ah, sûrement. Mais j'ai pas perdu mes palettes. C'est essentiel de ne pas perdre ses palettes, je vous le confirme, parce que vous avez le sourire et c'est bon signe, parce que notre match est terminé. Madame Liu, Dr Liu, merci beaucoup. Merci. La médecin sans frontières qui n'a pas perdu ses palettes. Vous pouvez réécouter en tout temps ma rencontre avec la pédiatre urgentologue et ancienne